Avec son sourire en coin emblématique et son charme naturel, Jean Dujardin est devenu un symbole de l'élégance française à l'écran. De The Artist à OSS 117, il a conquis les cœurs sans avoir besoin de beaucoup de mots. Mais derrière ce sourire soigné se cachait un homme façonné par le silence, la solitude et la lutte. Aujourd'hui, à 53 ans, le masque tombe. Et ce qu'il révèle est à la fois bouleversant et profondément humain. La douleur derrière le sourire, une enfance de combat silencieux. Avant les récompenses, les gros titres et la reconnaissance internationale, la vie de Jean Dujardin était marquée par quelque chose de bien plus discret, une solitude profonde et persistante. Né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, une banlieue de classe moyenne à l'ouest de Paris, Dujardin est arrivé au monde comme le plus jeune de 4 fils dans un foyer modeste. Son père, Jacques Dujardin, dirigeait une entreprise de bâtiment, tandis que sa mère, également prénommée Jacqueline, était mère au foyer. S'il ne manquait ni nourriture ni vêtements, la chaleur des liens familiaux, elle, se faisait plus rare. De son propre aveu, Jean a décrit son enfance comme marquée par une invisibilité émotionnelle. Il n'y avait pas de maltraitance à proprement parler, mais peu d'affection aussi. J'étais le petit dernier, celui dont on n'avait pas vraiment à s'occuper, a-t-il confié au journal du dimanche. Alors je me suis effacé. Ses frères étaient plus bruyants, plus sportifs, plus masculins au sens traditionnel. Jean était différent, sensible, observateur, mal à l'aise dans son corps. À l'école, ce n'était guère mieux. Il a fréquenté le lycée Georges Clemenceau à Nanterre, où il se sentait déconnecté des attentes rigides du système éducatif français. « On ne nous encourageait pas à nous trouver », a-t-il dit un jour. « On nous clonait pour entrer dans un moule. » Les professeurs valorisèrent la conformité. La créativité était perçue comme une forme d'insubordination. Pour un garçon à l'imagination débordante et à la voix discrète, ce système était étouffant. Il peinait à s'impliquer dans les cours, accumulait du retard et se sentait de plus en plus exclu, aussi bien par ses camarades que par les adultes. Jean dira plus tard que c'est à l'adolescence qu'il a commencé à observer les gens presque de façon clinique, à les regarder, les imiter, décoder leurs expressions et leurs postures. Peut-être que je suis devenu acteur parce que c'était le seul moyen d'être vu sans être moi-même, a-t-il admis. Son envie de faire rire ne venait pas d'un goût naturel pour la scène, elle naissait d'un besoin désespéré de connexion. Pourtant, même dans ce vide affectif, quelque chose a commencé à naître. Dans le secret de sa chambre, Jean trouvait refuge dans l'humour. Il enregistrait des sketchs télévisés, les étudiait pendant des heures, puis tentait de les rejouer devant son miroir. Il se mettait à écrire ses propres sketchs, construisait des dialogues entre des personnages imaginaires, inventait des mondes dans lesquels il avait sa place. « J'écrivais beaucoup », disait-il. « Mon imagination est devenue ma seconde famille. » Ce n'étaient pas de simples jeux d'enfants, c'étaient des bouées de sauvetage. À la fin de son adolescence, Dujardin avait développé un goût pour l'imitation et la satire. Après avoir effectué son service militaire, obligatoire à l'époque pour les jeunes hommes français, il travailla brièvement dans l'entreprise de son père. Mais il était évident qu'il n'était pas à sa place sur les chantiers. Encouragé par des amis, il commença à jouer ses sketchs dans des cafés et petits clubs parisiens, souvent pour une poignée d'euros ou gratuitement. Ce qui avait commencé comme un mécanisme de survie émotionnelle devint peu à peu une vocation. Avec du recul, il reconnaît que la douleur de ses premières années est devenue une ressource inattendue. « Je suis attiré par les hommes brisés », a-t-il déclaré à propos de ses rôles favoris. « Pas parce que je veux les réparer, mais parce que je les comprends. » Les personnages qu'il incarne, détachés, silencieusement meurtris, parfois absurdes, sont en grande partie les reflets de l'enfant resté dans l'ombre, espérant qu'on le voie. Bien que Dujardin parle rarement de son enfance en détail, le fil émotionnel reste présent dans son œuvre. Qu'il joue le loufoque Brice de Nice ou le tourmenté Georges Valentin dans The Artist, il apporte une vulnérabilité qui semble vécue.
C'est la douleur de quelqu'un qui a un jour écrit de l'humour seul dans une pièce noire, non pour être applaudi, mais parce que c'était la seule façon de se sentir vivant. Se réinventer à l'écran et dans la vie. Le parcours de Jean Dujardin, de sexe symbole national à légende du cinéma international, est une histoire de réinvention, de prise de risque et d'une remarquable polyvalence. Né dans un milieu modeste, il s'impose à la fin des années 1990 dans la culture populaire française grâce à la série télévisée Un gars, une fille. Cette sitcom quotidienne, dans laquelle il partageait l'affiche avec Alexandra Lamy, devient un phénomène. Elle raconte le quotidien d'un couple excentrique et amoureux, et l'alchimie à l'écran n'était pas que fiction. La série propulse les deux acteurs au rang de stars et marque le début d'une romance très médiatisée qui fait d'eux le couple préféré des Français. Mais Dujardin, éternel insatisfait, ne se contente pas de jouer le voisin charmant. Il veut plus que les rires d'un public de sitcom, il veut se dépasser. Après l'arrêt de la série, il prend des risques créatifs. En 2005, il joue dans Brise de Nice, une comédie déjantée parodiant la culture surfeur. Malgré les critiques, le film est un succès au box-office, confirmant son pouvoir d'attraction. Une suite sortira 10 ans plus tard. Mais le vrai tournant survient avec sa collaboration avec Michel Hazanavicius, d'abord dans OSS 117. Le Caire, Nid d'espion, une parodie audacieuse de films d'espionnage qui prouve que Dujardin peut allier comédie physique et ironie subtile. Puis arrive 2011 et tout bascule. The Artist, film muet en noir et blanc situé dans le Hollywood de la fin des années 90, est un pari fou. Tourné presque en silence, avec intertitres et musique orchestrale, le film est à la fois un hommage à une époque révolue et un test de pur jeu d'acteur. Dujardin, dans le rôle de Georges Valentin, star du muet sur le déclin, livre une performance envoûtante, pleine de charme, de vulnérabilité et de grâce tragique. Le rôle exige des yeux expressifs, un timing parfait et une maîtrise émotionnelle qu'il offre avec une précision remarquable. Le film est présenté à Cannes et Dujardin y remporte le prix d'interprétation masculine. Quelques mois plus tard, il décroche le BAFTA, le Golden Globe, le SAG Award, puis l'Oscar du meilleur acteur en février 2012 devant George Clooney, The Descendants, et Brad Pitt, Moneyball. Il devient le premier acteur français de l'histoire à remporter l'Oscar du meilleur acteur. La France exulte. Il devient du jour au lendemain un ambassadeur mondial du cinéma français. Et pourtant, il refuse de se laisser enfermer par Hollywood. Alors que le public américain espérait le voir rester, Dujardin choisit de demeurer enraciné en Europe. Je ne vais pas devenir le Français de service dans chaque grosse production américaine, dit-il. Ce n'est pas la vie que je veux. Il accepte néanmoins quelques rôles triés sur le volet, comme dans Le Loup de Wall Street, aux côtés de Leonardo DiCaprio, ou dans The Monuments Men avec George Clooney. Mais il reste prudent. La célébrité s'accompagne de pression, et il tient à garder le contrôle sur sa carrière et sur sa vie. Le jour où je suis devenu un homme, c'est celui où j'ai enfin pu choisir mon propre chemin, a-t-il un jour confié. Ce chemin le mène vers des rôles plus nuancés, parfois sombres. Il incarne un père endeuillé dans La French, un homme politique dans Président, et accepte le rôle controversé d'Alfred Dreyfus dans J'accuse de Roman Polanski. Le film provoque une vive polémique en raison du passé judiciaire du réalisateur et Dujardin se retrouve en pleine tourmente. Le ministre de la Culture, Frank Riester, critique publiquement le projet avant même sa sortie. Dujardin, excédé, rappelle que J'accuse est avant tout un article célèbre d'Émile Zola et non une caution donnée au réalisateur. Malgré la controverse, J'accuse est salué par la critique et reçoit le grand prix du jury à la Mostra de Venise. Mais pour Dujardin, le prix à payer est réel. Des rumeurs de déclin circulent. Il confie à des proches qu'il traverse des événements tragiques et laisse entendre que sa place dans la lumière pourrait s'éteindre.
Il est blessé par les critiques du milieu et par la sensation d'abandon, notamment, dit-on, une pique à peine voilée de son ex-femme Alexandra Lamy. Pourtant, Dujardin persévère. En 2025, il fait de nouveau les gros titres avec Zorro, une réinterprétation en français du héros masqué sur Paramount+. Endosser un tel rôle iconique est un défi. À 52 ans, j'ai encore un peu d'essence dans le réservoir, dit-il en riant mais non sans fatigue. Le projet exige de lui autant d'instinct comique que de profondeur dramatique, un équilibre qu'il affine depuis des décennies. Son héritage est désormais celui d'un artiste insoumis, jamais satisfait d'être catalogué, jamais totalement séduit par les sirènes d'Hollywood. Jean Dujardin a choisi la voie la plus difficile, celle de la réinvention, de l'intégrité et de l'examen de soi constant. Chaque rôle qu'il endosse semble porter un peu du garçon qui s'évadait dans l'imaginaire pour se sentir moins seul. Et chaque performance, légère ou magistrale, porte le poids d'un homme qui refuse d'être autre chose que lui-même. La mort qui l'a bouleversé. Alors que les projecteurs se rallumaient sur Jean Dujardin en 2025 avec la sortie de Zorro, le moment aurait dû être une célébration, un retour triomphal sur le devant de la scène culturelle. Mais quelques jours avant la première de la série sur Paramount+, l'acteur fut frappé par un drame personnel profond qui éclipsa tout le reste. Le 5 septembre 2025, le réalisateur français Laurent Tirard, l'un des collaborateurs les plus proches de Dujardin, s'est éteint à l'âge de 57 ans. Pour Dujardin, ce n'était pas seulement la perte d'un partenaire artistique, mais celle, déchirante, d'un ami qui avait profondément influencé sa vie intérieure et sa trajectoire créative. Leur collaboration avait pris son envol grâce à 2 projets clés, Un homme à la hauteur et Le retour du héros. Dans ces 2 films, Tirard offrait à Dujardin des rôles complexes qui l'obligeaient à puiser plus profondément dans son registre émotionnel, au-delà du charme désinvolte et de la finesse comique auquel le public était habitué. Grâce à la direction de Tirard, il incarna un homme rongé par ses complexes dans le premier et un soldat arrogant devenu imposteur dans le second. Ces rôles lui permirent de tourner en dérision l'ego masculin tout en révélant la fragilité. Une subtilité que seul un réalisateur comme Tirard pouvait faire émerger avec délicatesse. Mais leur lien allait bien au-delà du cadre. Il reposait sur une sensibilité partagée, un amour commun de l'ironie, une admiration pour la narration cinématographique à l'ancienne et une compréhension intime de la difficulté de concilier ambition artistique et vulnérabilité humaine. Les proches affirmaient que leur relation était rare dans le cinéma français, marquée par la confiance mutuelle, la liberté créative et la transparence émotionnelle. Ils pouvaient se confronter sans se blesser, même au cœur des tensions inhérentes à la création. Lorsque Tirard tomba gravement malade au début des années 2010, il confia son combat à un cercle restreint. Diagnostiqué avec une maladie sévère nécessitant une greffe de moelle osseuse en 2012, les complications furent dévastatrices. La greffe déclencha une maladie du greffon contre l'hôte, un mal cruel où les cellules immunitaires du donneur attaquent les tissus du receveur. Elle ravagea le corps de Tirard, touchant sa peau, ses poumons, son foie et ses intestins. Les souffrances furent atroces, prolongées, rendues encore plus dures par le silence qu'il conserva en public. Mais Dujardin savait. Il avait vu son ami traverser années de traitements et rechutes, restant en retrait, présent en silence. Lorsque la fin arriva, Dujardin réagit avec une sobriété douloureuse. Sur Instagram, il publia un portrait noir et blanc de Tirard, accompagné d'un message à la fois tendre et définitif. On s'est dit des mots et des beaux moments. Adieu, Laurent. Cette phrase nue, sans pathos, résonna plus fort que n'importe quel hommage grandiloquent. Derrière ces quelques mots se cachait un océan de chagrin, une amitié faite de rires, de créations, de risques artistiques et finalement de pertes. Le monde du cinéma français fut secoué. Des figures publiques comme Paul Belmondo, Gilles Lellouche,
Éric Toledano, Olivier Nakache, Elsa Zilberstein et Émilie Dequesne exprimèrent leur tristesse. Mais pour Dujardin, le deuil fut plus intime et peut-être plus transformateur. La mort de Tirard ébranla quelque chose de fondamental en lui. Dans les interviews qui suivirent, il adopta une retenue inhabituelle. L'étincelle malicieuse dans ses yeux, si familière, laissa place à une tonalité plus grave. Il parle moins de performance et plus d'impermanence. Certains de ses proches évoquèrent plus tard une forme de retrait discret, une mise à distance douce des exigences de la célébrité. Ce drame cristallisa ce que Dujardin affrontait déjà depuis des années. Le poids de l'âge mûr, le coût d'une longévité dans un milieu obsédé par la jeunesse et la vérité que certaines blessures ne se soignent pas à coups d'applaudissements. À 53 ans, il ne cherchait plus à séduire toutes les pièces, ni à plaire à tout prix. Zorro portait un masque héroïque, mais derrière lui se cachait un homme en deuil, en quête de sens dans un monde qui célèbre souvent le superficiel et ignore les souffrances cachées. La chute de son mariage avec Nathalie Péchala. De l'extérieur, Jean Dujardin et Nathalie Péchala formaient un couple aussi improbable que magnétique. Lui, star internationale du cinéma, adulé pour son charme et son génie comique, elle, patineuse, artistique olympique devenue dirigeante sportive, respectée pour ses exploits et son intelligence aiguisée. Lorsqu'ils se rencontrent en 2014, c'est la rencontre de deux mondes différents mais complémentaires, le cinéma et le sport, la spontanéité et la rigueur. Et pendant un temps, cela fonctionne. Discrètement, élégamment, ils construisent une vie à l'écart du tumulte médiatique. Leur histoire d'amour fleurit rapidement mais dans la plus grande intimité. Dujardin, tout juste auréolé de son Oscar et toujours baigné dans la gloire mondiale de The Artist, trouve en Nathalie une femme qui ne le traite pas comme une célébrité. Elle est ancrée, lucide et a bâti sa propre carrière sur la discipline et la persévérance. Lui, en retour, lui offre une sensibilité et une chaleur qui séduisent son entourage. Ils se marient lors d'une cérémonie discrète et accueillent leur première fille, Jeanne, en 2015, un moment que Dujardin qualifiera de « chapitre le plus paisible et joyeux de ma vie » dans une rare interview. Côté professionnel, chacun s'épanouit. Dujardin enchaîne les rôles dans des films français de plus en plus profonds et introspectifs, tandis que Péchala passe du sport de haut niveau à un poste de direction à la Fédération française des sports de glace. Son mandat est marqué par la réforme, la prise de parole et une position ferme contre les abus dans le milieu sportif. Un travail qui exige maîtrise, sens politique et courage moral, des qualités qu'elle avait déjà perfectionnées sur la glace. Leur deuxième fille, Alice, naît en 2021. Mais à ce moment-là, leurs proches commencent à percevoir des fissures. Dujardin, toujours plus introverti que son image publique ne le laissait croire, devient de plus en plus distant. S'il continue de sourire devant les caméras et joue le rôle de père aimant, c'est souvent Nathalie qui assure l'équilibre émotionnel du foyer. Elle est, selon une amie, l'ancre d'un navire qui dérivait lentement. En 2023, la tension devient difficile à ignorer. Dujardin confie ressentir une fatigue croissante, non seulement physique, mais existentielle. Dans ses interviews, il évoque un désir de silence, un malaise face aux attentes constantes. Son rôle dans Zorro, exigeant et symbolique, semble plus l'épuiser que le galvaniser. Alors que le public célèbre son retour, lui se retire un peu plus du monde, y compris de Nathalie. Des sources proches du couple parlent, toujours anonymement, d'une relation minée par une incompatibilité émotionnelle. Ce n'est pas un drame, il n'y a pas de scandale, ni de déballage médiatique, juste une érosion discrète du lien, des conversations manquées, des silences prolongés, des rythmes affectifs qui ne coïncident plus. Nathalie, habituée à la clarté du sport de haut niveau, se dit frustrée par les sautes d'humeur de Jean et son mutisme croissant. Sa mélancolie, autrefois fascinante à l'écran, s'est infiltrée dans leur vie privée.
Le couple se sépare officiellement en 2024, avec la même discrétion que celle qui avait caractérisé leur union. Pas de communiqué, pas de bataille pour la garde. Ils se quittent en silence, avec respect. Mais ce silence en dit long. Pour Dujardin, hanté depuis l'enfance par un sentiment d'invisibilité, cette rupture semble refléter quelque chose de plus profond, un besoin obstiné d'être vu, compris, reconnu autrement. Dans ses interviews suivantes, sans jamais évoquer directement le divorce, il laisse entendre une lassitude émotionnelle. Parfois, disait-il, le plus dur n'est pas le rôle, c'est de rentrer chez soi et continuer la comédie. Certains y voient une allusion à son mariage, à la pression de jouer l'époux parfait, le père présent, quand lui-même cherchait encore à se construire. Pendant ce temps, Nathalie reprend ses fonctions publiques avec une clarté nouvelle. En 2025, elle publie un essai dans le Journal du Sport sur la force mentale et la responsabilité institutionnelle, écrivant « On ne peut pas diriger si l'on passe sa vie à éteindre les feux émotionnels des autres. Parfois, survivre, c'est s'éloigner des flammes. » Ce n'était pas une référence explicite à son mariage, mais le sous-texte était évident. Prendre la parole sur le hashtag #MeToo. En 2025, Jean Dujardin a fait ce que peu de stars masculines françaises avaient osé. Il a témoigné devant une commission d'enquête parlementaire sur les violences sexuelles dans l'industrie du cinéma français. À huis clos, aux côtés des acteurs Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve et Pio Marmaille, Dujardin a évoqué les vérités inconfortables mises en lumière par le mouvement de l'MeToo. Dans une transcription publiée plus tard par l'Assemblée nationale, Dujardin s'est montré lucide. « On ne voit pas tout, et peut-être qu'on ne veut pas voir », a-t-il admis. Il a salué le mouvement MeToo comme un changement nécessaire, même s'il bousculait le monde qu'il avait façonné. Les comportements sexistes et les remarques maladroites disparaissent peu à peu, a-t-il ajouté. On ne dit plus ce qu'on disait il y a 10 ou 15 ans, et dans 10 ans, on ne dira plus ce qu'on dit aujourd'hui. Un contraste saisissant avec les débuts du mouvement, où de nombreux artistes français, dont Catherine Deneuve, l'avaient rejeté comme un puritanisme venu d'Amérique. Dujardin, lui, s'est placé du côté de la responsabilité, discrètement, avec respect, mais sans reculer. Il savait que le monde changeait, et que les légendes du cinéma français, comme Gérard Depardieu, Roman Polanski ou Christophe Ruggia, étaient désormais entourés d'accusations trop graves pour être ignorées. Dujardin a choisi de parler, non pas pour défendre, mais pour reconnaître. C'était une autre forme de courage. Pas celle qui rapporte des Oscars, mais celle qui répare des réputations et peut-être des systèmes brisés. Il a bâti sa vie sur le rire, mais n'a jamais oublié la douleur qui l'avait rendu drôle. Jean Dujardin, à 53 ans, n'est plus seulement le séduisant premier rôle. Il est un père en deuil, un mari perdu, et un artiste qui se demande encore s'il mérite le masque qu'il porte. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si profondément humaine. Pensez-vous qu'on puisse vraiment guérir de la solitude de l'enfance, même après avoir connu la gloire mondiale? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez apprécié ce portrait, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires puissantes loin des projecteurs.